Je vais aborder ce thème sous un angle particulier. J'ai donné comme titre à mon exposé le terrorisme de la souffrance. Je voudrais aujourd'hui partager les quelques réflexions qui me sont venues en discutant avec mes amis juifs, israéliens ou français, de leur rapport à l'État d'Israël. C'est un fait que le sentiment communautaire s'est resserré depuis le 7 octobre, mais il s'est aussi clivé. Tout à l'heure, Georges Bensoussan parlait de fracture. Il s'est clivé, voire brisé avec le prolongement de la guerre. Nous vivons tous une souffrance psychique et des affects d'angoisse liés à la perception cruelle mais réaliste d'une répétition de l'histoire où les Juifs sont à nouveau mis en position de coupables à faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Car nous sommes touchés par un double traumatisme, celui du 7 octobre et celui de ses conséquences qui en ont redoublé l'effroi, le retour de la haine contre les Juifs, pris à nouveau dans leur globalité, les Juifs mis entre guillemets. Mais la violence du 7 octobre a une particularité. Elle comporte une arme de destruction nouvelle, utilisée sciemment par le Hamas, le terrorisme de la souffrance. J'emprunte la formulation à Ferenczi qu'il avait décrite à propos des sujets qui utilisent leur douleur pour pouvoir exercer un pouvoir moral sur l'autre. Nul ne peut nier la souffrance palestinienne qui est réelle, comme celle du peuple israélien, victime du plus grand pogrom depuis la Shoah. Et ce qui pose question par rapport au Hamas, c'est la théâtralisation qu'il en fait, délibérée, organisée, qui s'inscrit dans une dynamique politique et non comme un appel à l'aide. En effet, la plainte dans ce contexte politico-religieux n'est pas l'expression d'un souhait de changement ou d'un désir réel de réparation. La mise en scène de cette souffrance a une fonction stratégique. Elle est utilisée comme un moyen de manipulation et une monnaie d'échange. Car ne nous y trompons pas, cette souffrance exhibée n'est pas de l'ordre d'un masochisme moral qui prendrait la souffrance pour objet, mais elle relève d'un sadisme qui prend la souffrance comme une arme. Le ressort de... Bon, le sujet étant grave, ça a mis un peu d'air. Bon, j'étais en train de dire que la souffrance exhibée comme elle l'est en tant qu'outil stratégique relève d'un sadisme qui prend donc la souffrance comme une arme. Le ressort de la réussite de cette manipulation, c'est la culpabilisation aisée de l'autre, le juif mis entre guillemets, car celui-ci, ennemi désigné, a un talon d'Achille. C'est sa culpabilité. L'accusation de génocide est dans ce sens un habile renversement au service d'un principe qui est inscrit dans les textes religieux et politiques utilisés par le Hamas pour drainer la haine vers un seul objectif, la destruction du peuple juif. Il serait totalement naïf et illusoire d'attendre un renoncement à ce profit narcissique de se trouver mis au centre des attentions et de la solidarité du monde, encore moins d'espérer un abandon de la croyance religieuse à un destin glorifié dans un paradis céleste. La plainte victimaire encouragée des Palestiniens, eux aussi globalisés dans les discours, entraîne aisément l'adhésion d'une population qui est démunie, mais qui est unie par la haine, car elle renforce l'omnipotence narcissique, même si le prix à payer dans la réalité est très lourd.
La perversion se loge là, dans le déni de la réalité de la mort et de la castration. Un déni qui se propose comme modèle identificatoire et devient une arme de manipulation. Ainsi, la plainte collective et l'exhibition de la souffrance sont utilisées comme un outil triomphal anti-castration et donc anti-deuil. Et de ce fait, le travail psychique qui permettrait d'accéder à une position dépressive intégrant la castration symbolique et le principe de réalité est rendu inutile. Ce message paradoxal adressé à la masse, mourir est une victoire, l'enfant est mort en martyr, ne laisse d'autre choix psychique aux individus que le déni et le clivage qui seuls permettent de s'extraire ainsi de la réalité de la mort. Les réactions maniaques observées face aux pertes les plus douloureuses, celles d'un enfant par exemple, en témoignent. Déni de la perte, pas d'affect de deuil, l'excitation triomphante à la place des larmes, les cris de joie à la place des hurlements de chagrin. Alors pour que la mort d'un enfant devienne ainsi une victoire, c'est-à-dire se transforme en triomphe maniaque, il faut bien être poussé par une injonction à sacrifier l'enfant et à annuler son deuil. Comment une mère pourrait-elle supporter la mort d'un enfant sans ce clivage qui permet d'en dénier la réalité et la douleur, tout en continuant à feindre la détresse d'un faux deuil? Mais le terrorisme de la souffrance atteint les deux peuples. L'autre succès de la stratégie perverse terroriste est la brisure de l'unité du peuple juif. Un double clivage s'est produit au sein du peuple israélien et dans la communauté juive de la diaspora. Le premier clivage sépare deux camps, ceux qui soutiennent la nécessité de la guerre pour des raisons existentielles et sécuritaires et de défense des sociétés démocratiques laïques, et ceux qui la considèrent comme inutile ou même suicidaire, voire infamante. Ces deux courants peuvent être présents et en conflit en chacun d'entre nous. Mais entre eux, le plus souvent, le clivage est étanche, interdisant tout dialogue quand il n'est pas source d'hostilité. L'autre clivage est intrapsychique, mais surdéterminant des rapports sociaux. Il est mobilisé par le moi comme une défense contre une conflictualité intérieure ingérable liée à la culpabilité, à la honte et à l'impuissance devant la vision des destructions. Ce clivage est secondaire à un impératif surmoïque qui attaque le moi, tu n'as pas le droit de. Et la culpabilité, faute de s'élaborer, c'est-à-dire faute de se subjectiver et de s'assumer, emprunte la voie de la décharge et de la projection par la culpabilisation de l'autre, l'autre juif, le double honteux, celui qui revendique le droit à la guerre acquis en 1948. En réalité, il s'agit d'auto-accusation à travers le frère jumeau devenu maléfique. Alors, s'auto-accuser, pourquoi? Pour éviter de l'être par l'autre? Pour s'assurer d'être du côté du bien en excluant toute ambivalence? Ou bien, et c'est une hypothèse, l'appel au surmoi collectif est-il un recours pour ne pas s'effondrer en tentant de raccommoder une unité intérieure et extérieure qui auront été brisées? La culpabilité a-t-elle d'autres issues qu'un renversement sur une position masochiste d'auto-accusation? Serait-ce alors le prix à payer pour retrouver le monde et pour s'y fondre à nouveau? Difficile de ne pas penser à une identification à l'agresseur, un concept que Ferenczi avait élaboré pour décrire un mécanisme défensif typique de l'enfant maltraité qui endosse la culpabilité non ressentie de l'adulte maltraitant. En faisant un pas de plus, peut-être s'agit-il
du désir inconscient de s'extraire de la part belliciste de sa propre communauté, une part devenue impartageable dans le but de se maintenir dans le monde. Car depuis le 7 octobre, il y a les Juifs et le monde. L'association juive-bourreau dans le regard du monde est de l'ordre d'un impensable. Aurait-elle rendu inassumable l'identité de citoyen libre d'un pays qui a choisi, à tort ou à raison, mais par majorité démocratique, de combattre par la guerre ses agresseurs dont la visée déclarée était sa propre destruction? La souffrance morale, brandie en étendard au milieu d'une guerre par une partie de la communauté, déplace la question du clivage sur celle du traumatisme. Mais il faut savoir que le clivage n'est jamais qu'une solution provisoire au traumatisme. La guerre implacable menée par Israël apparaît à certains comme une blessure traumatique faite à leur idéal. Alors s'il s'agit d'une identification en collage à 100 pays, et je mets 100 pays entre guillemets, pas ou peu différenciés de soi, alors l'atteinte narcissique peut menacer tout l'identifice identitaire. L'identité, dans ce cas, s'appuierait sur des impératifs moraux qui finissent par conditionner l'appartenance à son peuple. Et il devient difficile d'articuler cette exigence avec le principe de réalité qui pourtant ne contredit pas le principe idéologique ou religieux, ne pas tuer, mais ne pas se laisser tuer. Alors, si l'identification à Israël comme objet d'investissement idéal est constitutive de l'identité, la question se pose de savoir si elle s'appuie sur des idéaux structurants, des modèles vers lesquels tendre, ou bien si elle tient sa solidité d'une idéalisation qui ne tolère aucune défaillance, aucune transgression. C'est toute la différence que Freud a faite entre l'idéal du moi, ce que je voudrais être, et le moi idéal, ce que j'ai été, issu de l'omnipotence infantile du narcissisme primaire. Alors dans ce cas, le sujet est l'objet pays. Je mets un tiret, donc le pays étant l'objet de l'investissement. L'objet pays étant confondu, l'effondrement de l'objet pays idéalisé équivaut à un effondrement de soi. Et faute de pouvoir élaborer l'ambivalence à l'égard de cet objet qui échappe, qui déçoit, le risque est celui d'une dépression de type narcissique, mélancolique. À ce point, un travail de deuil pourrait éviter que la haine déliée, due au dépit, participe à un mouvement destructeur de l'objet aimé perdu décevant, quitte à disparaître avec lui. Le fantasme sous-jacent serait celui d'une idéalisation d'une guerre sans destruction, peut être associée à la pensée qu'il appartiendrait aux Juifs de fournir un modèle de guerre idéal. Toutefois, une issue peut être trouvée lorsque la conflictualisation est préservée entre l'idéal et la réalité, précisément autour de la conscience d'une identification au pays qui n'engloutirait pas le moi. Celle-ci relève alors d'un double investissement narcissique et objectal. Si la part objectale reste prévalente, un travail de deuil peut s'engager. Le deuil non pas des idéaux, mais de l'idéalisation de l'objet. La perte sera alors celle d'un objet décevant, devenu différent et étranger, mais non une perte de soi noyée avec l'objet Israël. Le décalage traumatique entre l'objet idéal du passé et sa réalité dans le présent pourrait alors être élaboré dans un travail de subjectivation. Et dans tous les cas, dans tous les camps, la déception est présente. Parfois, elle s'accompagne même d'un sentiment de préjudice. Mais si d'un côté, l'idéalisation narcissique empêche le deuil
pour conserver l'objet à l'identique. De l'autre, l'objectalité permet de composer et de transformer non pas l'objet, mais la nature de son investissement. Dans un cas, le narcissisme empêche le deuil, et dans l'autre, il en est le levier, c'est le narcissisme de vie. Alors, pour conclure, je dirais que dans ce conflit entre une armée et des terroristes est venu se nicher un phénomène archaïque pris dans le narcissisme, l'idéalisation. Idéalisation de la victime, idéalisation de la souffrance, idéalisation de la guerre, idéalisation de la mort, mais aussi de la vie, et idéalisation de l'être juif. Or, là où les idéaux construisent, l'idéalisation fige et fétichise. Alors, Israël peut-il devenir ou peut-il rester ce pays idéal, idéalisé ou même fétichisé? Ou bien va-t-il devenir un pays comme les autres? En ce moment de son histoire, référé à son idéal, il m'apparaît comme un pays ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.